1 heure et demie devant nous. Je te laisse dérouler et puis on basculera en mode discussion. Euh, Absolument. Ok, merci Olivier. Moi aussi, enchanté. Petite odeur de rattrapage quelque part, mais bon, ça ne fait pas de tort. Et en fait, ici aujourd'hui, effectivement, comme un de mes dadas, c'est l'aïkido, parce que j'ai développé une approche qui s'appelle Aikicom, Aikido Communication. C'est une approche corporelle et verbale. J'ai d'emblée fait le choix de ne pas parler de ça, ou en tout cas pas parler trop de ça, parce que l'aïkido sans la pratique, ben, c'est comme marcher sur une jambe, quoi. Je dirais, c'est possible, mais c'est compliqué. Alors, donc, j'ai plutôt préféré, et en plus, c'est dans mon domaine d'actualité du moment, parce que c'est quelque chose que je travaille beaucoup pour le moment. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est effectivement de faire le pont entre. On dit tout le temps que c'est entre à la frontière de domaine que la créativité peut naître. Donc, si on reste plongé dans un seul domaine, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on risque de tourner en rond, c'est pas toujours garanti qu'on puisse avoir la dynamique qu'il faut. Et justement, par rapport à ça, moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous partager aujourd'hui euh, une méthode, pas une méthode, une manière d'aborder, je dirais, ce que vit une personne en général. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un, un client ou n'importe quoi, ou dans une organisation. Sa manière de vivre, sa manière d'être va trahir, va traduire un certain état d'esprit, et bien sûr, je pense au stade de la spirale dynamique. Comment fait-on pour reconnaître qu'une personne est dans un stade ou dans un autre? Mais ce que je vais vous proposer est bien plus général que simplement limité à la spirale dynamique. Ça peut s'appliquer à toutes les formes de typologie, entre guillemets, c'est-à-dire toutes les manières que l'on a de pouvoir identifier des patterns, des manières d'être, des manières de se comporter, des croyances et toutes sortes de choses qui font la personnalité de quelqu'un. C'est donc en fait, mon ambition, c'est effectivement de vous partager ce modèle-là comme étant une sorte d'outil, une sorte. Je prends toujours la métaphore de je suis là dans la nature, une magnifique montagne qui est là-bas très très loin. Je trouve que c'est beau, c'est magnifique. Et puis si je prends mes jumelles, tout d'un coup je vois qu'il y a un bouquetin qui est en train de sauter de rocher en rocher. Je ne l'aurais pas vu si je n'avais pas eu mes jumelles. Donc il y a parfois des outils qui sont utiles pour me permettre de voir des choses ou d'identifier ou de reconnaître des choses que j'aurais pu reconnaître, mais que peut-être c'est plus facile avec cet outil, et dans ce cas-ci c'est un modèle, une grille de décodage, que sans outils. Alors je vais directement partager au niveau de mon écran, je reprends là, je pense, non c'est pas ça, c'est conversation, je fais partager l'écran, je vais partager cet écran-là, et on est parti. On voit l'écran? Oui? alors, ça charge. Et voilà, qui suis-je? Voilà. En fait, je me suis amusé à vous mettre ça. En général, je ne le fais pas, mais ici, je l'ai fait parce que vous allez voir que ça a un lien direct avec ce que je vais parler, c'est-à-dire répondre à la question qui suis-je? Et qui suis-je, comme je l'ai marqué, c'est effectivement une question qui va intervenir. Alors, j'en profite par l'occasion. Donc, je m'appelle Christian Van Enten. Je suis au départ ingénieur informaticien, donc dans le sens analyste, analyse des processus, business process management, en fait, tout ce qui est analyse des processus métiers dans les organisations. Et à côté de ça, je suis maître praticien PNL avec une spécialisation véritable dans la modélisation qui est en fait le cœur de métier de la PNL. On connaît beaucoup les outils et ce que beaucoup ont perdu, on le sait mais on ne le pratique pas, c'est que c'est décoder, comprendre la structure de l'expérience d'une personne qui fait en général quelque chose et qui le fait bien. Mais en coaching, on peut décoder un état problème comme on peut décoder un état d'excellence. C'est véritablement tout fait farine au moulin, comme on dit. À partir de cette modélisation, j'ai justement appliqué cette modélisation pour en faire quelque chose, parce que sinon ça reste une théorie sympathique, mais pas plus. Et avec ça, j'ai modélisé en fait les bienfaits de l'aïkido
sur notre vie au quotidien, principalement dans la gestion des conflits, mais tout simplement dans ce que j'appelle moi la bienveillance martiale, c'est-à-dire comment rester bienveillant dans un monde compliqué. Parce que être bienveillant avec des gens bienveillants, c'est pas une performance. Mais comment faire pour ne pas basculer du côté noir de la force, comme je le dis tout le temps. Ça, c'est l'objectif de l'Aikicom. Et pour ça, j'intègre, et c'était ça le challenge dans la modélisation de l'Aïkido, c'est que en PNL, il n'y a pas d'outil pour modéliser le mouvement. Le sens du mouvement. Donc j'étais sans outils, donc j'étais véritablement obligé d'inventer des manières d'observer et de formaliser, etc. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est simplement pour illustrer ma démarche et comment je travaille. En parallèle avec ça, comme justement, moi j'ai fait beaucoup de PNL et j'en fais encore beaucoup, j'ai créé ce que j'appelle l'atelier PNL, qui dans une logique des logiciels libres qu'on connaît en informatique, veille à essayer de créer une communauté de pairs où on peut travailler ensemble à développer des ressources, questionnements et des choses pareilles. Et ce genre de partage qu'on fait aujourd'hui, ça entre en plein dans cette dynamique auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire par le partage des connaissances, on peut stimuler, on peut créer des choses nouvelles, des choses différentes. Qu'on ne ferait pas nécessairement si on suivait les ornières toutes tracées que parfois on veut nous faire prendre. J'ai mis les sites pour pure information, c'est pas ça qui est trop important. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe par rapport au modèle? Ce modèle, je l'ai appelé la matrice de l'expérience. Matrice parce que c'est un ensemble de cellules ou d'espaces, comme je les appelle, qui vont interagir parce que nous sommes des êtres essentiellement systémiques et que donc, pour comprendre comment nous fonctionnons, c'est bien de faire des distinctions, mais c'est encore mieux de comprendre les interactions entre ces différentes distinctions. Et vous allez voir que le modèle que je vais vous proposer, je le trouve particulièrement adapté si je prends comme objectif apprendre, découvrir un outil, un modèle qui permettra de mieux identifier dans quelle case, entre guillemets, on n'aime pas ça, mais ça fait, on peut le dire quand même, dans quelle case la personne se situe, où elle se situe majoritairement, et de manière à pouvoir intervenir. Cet outil est utilisé par des coachs parce que c'est une excellente manière. Quand vous prenez le problème ou ce que vit une personne, c'est quelque chose de confus, quelque chose de massif, de global. Et si vous n'arrivez pas à distinguer les petits éléments qui composent l'expérience, eh bien, entamer une démarche de changement, ça va être assez compliqué puisque on peut juste taper au hasard ou bien on peut dire « Oh oui, c'est compliqué ». Non, en fait, on doit pouvoir identifier des éléments pour pouvoir faire ce que j'appelle un travail de coaching ou d'accompagnement avec élégance. L'élégance, c'est quoi? C'est trouver le petit élément qui va servir de levier pour provoquer un changement, et un changement qui en général aura un impact beaucoup plus grand que le petit mouvement ou la petite technique ou la petite pratique qu'on a fait. Parfois, un recadrage, une reformulation et une vie change. Et c'est ça qui pour moi est ce concept d'élégance. Et cette grille est destinée à aider à trouver ce petit endroit, ce petit bouton sur lequel il faut pousser pour que quelque chose se passe, si on a bien fait son travail quelque part. Christian, je Oui, t'interromps juste pour m'assurer d'une chose. Tu parles d'une grille et tu as l'air de faire référence à quelque chose qui serait à l'écran. On est pas toujours sur encore, on le y arrive. slide qui suis-je. On y arrive, voilà. Ok, pardon. Alors, Je je voulais vais juste directement m'assurer qu'il n'y a commencer, pas un merci de le dire. diaporama sur lequel tu étais Oui, par ailleurs. j'aurais dû mettre un écran général, mais Non, non, manifestement, pas de souci. je ne l'ai pas On a eu mis. la blague dans votre Donc en linéaire et fait, c'est pour ça que je te permets. tout commence, c'est pour ça que cette première image très très zen, parce qu'en fait elle est fort vide, tout commence par le contexte, c'est-à-dire que nous ne sommes pas au milieu de nulle part, comme on dit souvent en hypnose ericksonienne, on est dans un contexte. Alors je ne sais pas si vous connaissez, en PNL il y a un modèle qui s'appelle le modèle des niveaux logiques ou la pyramide de Diels, ça dépend un petit peu comment on veut la pratiquer, je pense que j'ai une image ici.
C'est une image qui est hyper connue, hyper répandue et qui consiste à décomposer l'expérience d'une personne avec l'environnement, le comportement, les capacités, les croyances et valeurs, l'identité et puis après le niveau spirituel, transpersonnel, etc., etc. Personnellement, moi j'avais des problèmes avec ça, notamment pour définir cette fameuse question dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui suis-je? Alors ça, c'est vraiment une question compliquée et en fait une belle question. Et comme je ne sais plus qui disait, la question est trop belle pour qu'on y réponde. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fin de compte, chaque fois qu'on répond à la question qui suis-je, on répond à côté. Et ça, on va en parler. Alors, on revient dans cet environnement et vous voyez ici que Robert Dills il parle de l'environnement, mais c'est un environnement qui a une connotation un tout petit peu, je vais dire, passive. Je suis dans l'environnement, je suis dans une pièce, je peux ouvrir la fenêtre si j'ai trop chaud, je peux allumer la lumière, des choses pareilles. Mais ce qui va se passer, c'est que cet environnement, il est beaucoup plus actif, il est beaucoup plus dans une interaction réciproque que ce qu'on voudrait bien l'imaginer. C'est pour ça que moi, je parle plutôt de contexte, et j'utilise contexte dans le sens que l'a défini, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Christopher Alexander qui a défini le pattern of language, un langage des patterns. C'est un architecte qui a essayé d'identifier les structures de base pour qu'une maison soit une maison confortable où il fait bon vivre. Par exemple, ça peut être sur une terrasse. Pour pouvoir mettre une table, il faut minimum 1,50 m. Je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas. Et donc, il a défini ces patterns-là. Et il parle de contexte comme étant véritablement un environnement qui influence dans les deux sens. Donc, je peux agir sur mon environnement, bien sûr. Si je me déplace, je change mon environnement puisque je vais ailleurs. Mais l'environnement m'influence aussi. Et ça, on le sait bien. Votre comportement dans une foule n'est pas le comportement quand vous êtes tout seul dans votre chambre ou quand vous êtes face à votre TV ou avec des amis ou avec des gens dont on se méfie, etc., etc. Je ne parle là que de l'environnement en termes humains, mais si vous êtes dans une petite pièce, moi je me souviens de la dynamique que j'avais créée au moment où j'écrivais mon premier livre, où j'allais écrire avec une tablette dans une cathédrale. Avoir ce sentiment d'ouverture, ce sentiment d'élévation m'aidait beaucoup. Par contre, pour des choses pour lesquelles je devais me concentrer, ben, j'ai préféré une pièce un peu plus compacte, un peu plus serrée, avec des couleurs sombres, etc., etc. Donc le contexte est influençant dans les deux sens. J'influence mon contexte, je le modifie, et mon contexte m'influence, me modifie. Contexte physique, culturel, sociologique, tout ce que vous voulez imaginer, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur de vous, visible comme invisible. Et donc, par exemple, la dimension culturelle ou la culture d'entreprise. Quand on rentre dans une pièce, dans une entreprise, on sent tout de suite que ce n'est pas la même chose que dans une autre entreprise, ou quand on rentre dans le cabinet d'un médecin, ou quand on rentre... Il ne s'est rien passé encore, mais il s'est déjà passé quelque chose. Ça, c'est l'environnement global. On n'est pas encore rentré parce qu'en fin de compte, la matrice de l'expérience, je la représente ici comme étant un cercle. J'ai représenté le cercle parce que le cercle, à mon avis, est la forme géométrique qui induit beaucoup plus ces interactions par rapport à la pyramide de tout à l'heure. Donc ce cercle, je vais le diviser directement en deux parties. Une partie, j'ai arbitrairement choisi la partie inférieure, mais ce n'est pas ça qui est important. La partie inférieure, c'est la partie qui est relative à la singularité, l'individualité. C'est ce qui m'est propre à moi. Et vous allez voir après de quoi je parle. Et l'autre partie, qui est plutôt la dimension que j'appelle des identifications, des appartenances, c'est-à-dire une dimension entre guillemets plus sociologique, plus groupale. Et bien sûr, là, on voit directement déjà l'allusion possible avec la spirale dynamique quand on se rappelle qu'effectivement, il y a des couleurs qui sont plutôt relatifs à l'individualité et d'autres qui sont plus, je dirais groupales, sociétales, enfin bref, relatives à un groupe plutôt qu'à l'individualité. Bien sûr, l'ensemble ayant toujours des interactions plus ou moins confuses ou plus ou moins claires en fonction des cas. Donc on a deux cas, on a deux situations et
qu'est-ce que je vais mettre dans... On va commencer par la singularité, donc l'espace de la singularité. L'espace de la singularité, il est d'abord connoté, coloré par ce que j'appelle les émotions. En PNL, on parle d'état interne. Donc, c'est pas simplement émotion, joie, colère, tristesse, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être sentiment de contraction, sentiment de tension, sentiment, etc., qui peut éventuellement être traduit par des émotions, mais pas nécessairement. Il suffit simplement de dire, là, il y a quelque chose qui se passe, et si je devais le traduire, je mettrais le mot d'une émotion, mais je pourrais aussi utiliser une métaphore. C'est comme un poids sur ma tête. Ça, c'est déjà un état interne. Il ne s'est encore rien passé en termes de contenu, mais j'ai déjà un ressenti particulier. Alors ce ressenti, on va le voir, il est à la frontière entre le contexte et tout ce qui se passe à l'intérieur de ma boîte noire que je suis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le contexte influence mon état interne et mes émotions, de même que ce qui se passe à l'intérieur de moi va bien sûr produire, animer, être influencé par mes émotions, état interne. Je parlerai maintenant toujours d'émotions pour ne pas devoir chaque fois répéter émotion ou état interne, mais vous avez compris. Donc les émotions, je les ai mis en rouge pour dire, voilà, ça c'est le mood, comme diraient les Anglais. Alors, allons voir à l'intérieur de la boîte maintenant réellement. Alors, il y a 3 distinctions que je vais vous proposer. La première chose, c'est ce qu'on peut voir de l'extérieur, c'est le comportement. J'appelle ça le faire, tout simplement. Le comportement, c'est ce que je peux voir. Quelqu'un qui marche, quelqu'un qui est statique, quelqu'un qui court, etc., etc. On va un peu plus loin parfois aussi en disant que le comportement, ça peut être des choses qui se passent à l'intérieur, je dirais des tensions, je suis en train de digérer, bon, c'est de l'ordre du comportement, même si ce n'est pas trop visible, sauf si je fais un petit renvoi de temps en temps, mais pour le reste, c'est peu visible, mais moi, je peux dire, il se passe quelque chose, donc on est dans le faire, il y a quelque chose qui se passe. La dimension suivante, c'est la dimension du savoir. On dit aussi la carte du monde. Dans le modèle PNL classique, on parle des croyances, mais c'est bien plus large que les croyances. C'est tout, je dirais, votre réseau de connaissances, ce avec quoi vous donnez sens, ce avec quoi vous évaluez, ce avec quoi vous décidez éventuellement. Donc c'est tout en fait votre réseau de connaissances, j'ai pas d'autre mot que ça. Et ça, c'est le savoir. Alors ça se passe à l'intérieur, c'est bien sûr un processus aussi, mais il y a quand même des choses qui sont entre guillemets câblées. Quand j'ai fait des croyances en PNL, on parle toujours que c'est associer une valeur avec quelque chose d'observable. Par exemple, quand il me sourit, ça veut dire qu'il est sympathique. S'il sourit, il est sympathique. C'est par exemple un exemple de croyance comme ceci. Alors, j'ai expliqué encore ce matin à un client que j'accompagnais. On dit généralement, moi, je dois voir pour le croire. Hein, les adeptes de Saint Thomas. Et en fait, avec cette démarche-ci, et la plupart du temps, en fait, c'est plutôt il faut croire pour voir. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qu'on croit qu'on va pouvoir voir. Et donc, c'est ça qui fait que ça commence à jouer un rôle essentiel. Et alors, vous avez vu que j'ai choisi de ne pas faire des quarts de cercle. Ça veut dire que s'il y a une intersection et entre le faire et le savoir, eh bien, très logiquement, il y a le savoir-faire. Et ça regroupe tout ce qui est compétences et capacités. On retrouve là donc ici une partie de ce qu'on avait dans le niveau logique, le comportement, les capacités, les croyances et l'environnement qui est devenu ici le contexte. Ce que vous voyez en plus, c'est les émotions qui n'existaient pas dans les niveaux logiques, et ce que vous voyez en moins, c'est l'identité qui n'est pas là. Pourquoi l'identité n'est pas là? Mais tout simplement parce que c'est un concept attirant, intéressant, mais je dirais pas ou peu opérationnel. Si j'ai un client qui vient chez moi en accompagnement et qui me dit « moi je suis pouf », mais si jamais c'est vraiment ça qu'il est, et si j'opère un changement sur ce qui croit qu'il est ou qui dit qu'il est, eh ben, c'est plus la même personne. Et je me suis trompé de personne quelque part. Donc en fait, travailler sur l'identité, c'est quelque part une utopie au sens où
Travailler sur l'identité, ça veut dire que si je change la personne, mais c'est plus la même personne. Et donc, de nouveau, c'est un petit peu antinomique. Mais on va voir tout de suite qu'on va se rattraper par d'autres moyens. On va voir maintenant les identifications et c'est là qu'on va commencer à entrer en interaction avec des approches comme la spirale dynamique, mais ça peut aussi marcher pour l'ennéagramme, pour les profils MBTI, pour la processcom, enfin, je dirais un ensemble, enfin, tout ce qui crée plus ou moins des typologies, mais loin de n'être que cela. Alors, c'est le domaine de l'intersubjectif. Alors vous allez me dire, ben oui, mais moi je sais très bien comment les gens sont, ça veut dire que c'est dans mon savoir, c'est mes connaissances. Non, l'intersubjectif, c'est véritablement ce qui est globalement reconnu, sociologiquement reconnu, comme étant quelque chose qui caractérise un certain type de personne. Alors, quand je parle d'identification, je parle de identification à une classe de personnes, à un groupe de personnes. Quand je dis classe, je parle en termes logiques. Une classe, c'est un ensemble d'éléments qui possèdent des caractéristiques que tous les éléments possèdent. Quand je dis par exemple la classe des marqueurs ou des crayons, ils ont tous cette caractéristique d'écrire, éventuellement avec du carbone ou du bois ou des choses pareilles. Et si je dis la classe des managers, c'est aussi quelque chose qui regroupe toutes des personnes qui ont une fonction de management ou des qualités de management, il faudra définir en fonction du contexte. Et donc quand je dis classe, c'est véritablement au sens très logique du terme, c'est-à-dire un ensemble d'éléments, ici c'est des personnes, qui partagent des caractéristiques qu'ils ont tous bien sûr, sinon ils n'appartiennent pas à la classe. Alors quand je dis ça, ça veut dire une classe, et avec cette classe, je construis un lien. Moi, en tant qu'identité, en tant que personne, je suis connecté, je m'identifie. Quand vous imaginez, c'est quoi l'identité ? Vous avez deux options, deux directions. La première direction, c'est l'identité, mon identité, c'est ce qui me rend unique et qui fait que je suis qui je suis et que je ne suis pas quelqu'un d'autre. Et qu'on va pouvoir me reconnaître comme étant cette personne-là. On verra que c'est un sujet énorme, ça c'est une boîte de Pandore. Donc c'est ce qui me rend unique et sous-entendu qui donc perdure dans le temps parce que si je suis unique seconde après seconde, ça ne tient pas vraiment la route et il faut qu'il y ait quelque chose de constant à travers le temps. Une autre manière de parler d'identité, c'est de dire je m'identifie. Je retrouve chez moi des choses qui m'associent, qui me font appartenir à un groupe, une communauté, une classe, un rôle. Là, vous pouvez coller à ce groupe, à cette classe, tous les noms que vous voulez. Je pense que j'avais mis là, je ne suis pas sûr. Je vais le mettre ici. Donc les identifications, on peut les faire avec ce qu'on appelle des rôles. Par exemple, je suis un parent, je suis un professionnel, je suis un leader, je suis un manager, à des groupes culturels, à des groupes sociaux, à des groupes professionnels, à une nationalité, à un régime linguistique, à un sexe. D'accord ? On peut aussi s'identifier à des archétypes, à des mentors, un mentor, mais en particulier à ce moment-là en disant tiens mais voilà, ce type-là, il représente une sorte de personne que je veux devenir par exemple. Des héros ou des héros de films, des héros de romans, des héros que vous allez voir agir à gauche ou à droite. Et à des sages, je peux, comme archétype, on connaît bien l'archétype du guerrier, l'archétype du magicien, l'archétype du bouffon. Enfin, vous avez l'ensemble des archétypes qui sont en fait des personnages typés. Typés, ça veut dire quoi? Mais effectivement, qui ont des caractéristiques reconnues et qui vont inspirer un tas de choses. On a aussi les groupes, je l'ai déjà dit, mais aussi, chose intéressante, on peut, et ça dans le travail du changement c'est vachement intéressant, on peut s'identifier à un soi futur. Moi je vais devenir coach professionnel, moi je vais devenir
président de la République, n'importe quoi. Donc je me projette dedans et donc comment je peux parvenir à me projeter? C'est parce qu'au minimum, je dois posséder une petite idée de ce qu'est ce genre de personne, tout simplement. D'ailleurs, je travaille avec une amie qui fait du coaching d'orientation scolaire, par exemple, et c'est un problème qu'elle rencontre avec pas mal de jeunes. Ils n'ont même pas eu la moindre idée de ce que pourrait être le métier un tel et le métier un tel. Comment pourrait-il avoir envie de le devenir? Donc il faut posséder un minimum de connaissances, des caractéristiques qui définissent ce métier, dans ce cas-ci, pour pouvoir avoir envie de tendre vers. Tout simplement. Donc c'est là qu'on va voir le soi futur, c'est-à-dire en fait comment je me projette, comme on dit, état présent, état désiré, et aussi des modèles. Je dis, moi je veux devenir comme lui, ou moi je veux devenir coach comme Anthony Robbins. Voilà, des choses pareilles. Et toutes les aspirations que je peux avoir. Ça, c'est pour définir les groupes ou la classe de personnes. Maintenant, il y a moi qui est connecté, et donc il y a une notion de relation entre un groupe et moi. Et ça, cette relation, c'est aussi un élément sur lequel on va pouvoir jouer. La relation d'identification, elle est essentiellement variable en intensité. Je m'associe un peu plus aujourd'hui, hier un peu moins, demain un peu plus ou encore moins, n'importe quoi. Ça va varier bien sûr avec le contexte, ça va être dynamique à travers le temps, à travers les contextes, et surtout, on ne peut pas avoir qu'une identification, elles sont multiples, presque à la limite infinies, mais seulement certaines sont plus émergentes dans certains contextes, à certains moments de ma vie et en fonction de différents critères. Alors une chose qui est importante aussi, c'est qu'elles sont bidirectionnelles, c'est-à-dire que je peux m'identifier à cette catégorie de personnes, mais aussi le groupe peut me dire « toi, tu es des nôtres ». Donc ça va dans les deux sens. Et donc cette relation dans les deux sens, d'ailleurs, peut poser problème. Toi, tu fais partie des nôtres. Non, non, moi, je ne fais pas partie de vous. Je ne suis pas comme vous, etc., etc. Et inversement, je voudrais faire partie de vous, de votre groupe. Ah non, 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 tu ne veux pas parce qu'on ne te reconnaît pas. Et voilà les problèmes qui commencent. Et bien sûr, cette relation d'identification, elle est tantôt positive, tantôt négative. Si je m'identifie, par exemple, à je suis un bon père. C'est quoi la caractéristique d'un bon père, de cette classe de personnes qu'on appelle un bon père? C'est un parent, c'est un père, en général de sexe masculin. Je sais bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout devient de plus en plus confus, mais c'est de sexe masculin, avec un rôle, peut-être même un archétype du père. Et quand je dis je suis un bon père, c'est parce que j'estime que, en termes d'éducation, et pour moi l'éducation d'un bon père, c'est quelque chose où je peux mettre des limites, où je peux avoir un bon dialogue, avoir de l'écoute, des attentions, des choses pareilles. Et je dis, là, je me reconnais là-dedans, donc je me trouve bon père. J'ai eu, c'était quand, il y a quelques semaines ou plus, je ne sais plus, quelqu'un qui dit, voilà, moi je suis un mauvais père. Je ne mérite pas, enfin bref, ça ne va pas c'est pas pour moi, je suis un mauvais père. Et alors, en interrogeant un tout petit peu, en fait, il dit oui, parce que en fin de compte, moi je trouve que chaque fois qu'il me demande pour sortir, c'est un adolescent, un jeune adolescent, chaque fois je dis non, je mets des limites, etc. Je dis mais ok, c'est quoi votre définition? Examinons un tout petit peu, c'est quoi ce groupe qu'on appelle un bon ou un mauvais père et examinons un petit peu qu'est-ce que vous avez comme connaissance de ça. Je me rappelle aussi, j'ai dit, tiens, mais vous allez un peu voir dans les bibliothèques, etc., un peu voir un peu les définitions, les critères, etc., pour après revenir et dire, ah oui, tout compte fait, non. Pour moi, pouvoir mettre des limites, ça fait partie plutôt du bon côté de la force, quelque part, en tant que parent, et que donc, effectivement, maintenant, apprendre à gérer ça. C'est-à-dire qu'en fait, en revisant complètement ou partiellement, sa définition, les caractéristiques que la personne identifie dans cette classe, dans ce groupe, qu'on appelle bon ou mauvais père, il a pu avoir une démarche je dirais, de recadrage au départ, ensuite un travail par rapport à améliorer des dimensions comme la communication et des choses pareilles, je passe, et qui permet de
effectuer un changement immédiat. En d'autres temps, j'aurais dit, ah ben voilà, c'est son identité, c'est un mauvais père. Bon, on ne peut pas faire grand-chose à ça. Probablement qu'on va trouver des explications dans les antécédents familiaux, etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Pas grand-chose. Ici, en travaillant simplement sur la définition, il a lui-même effectué le propre recadrage en disant, mais en fait non, c'est pas à cette catégorie-là que j'appartiens, c'est à celle-là. Et après, on a examiné les intersections, on en parlera tout à l'heure, et de manière à pouvoir dire, tiens, quand est-ce que je glisse d'un côté ou de l'autre? Quand est-ce que ça va mieux? Quand est-ce que ça va moins bien? Et donc, c'est un travail qui travaille sur, un, la définition de la classe ou du groupe, deux, sur la qualité, l'intensité, les caractéristiques de la relation d'identification. Donc, ça donne deux outils pour pouvoir travailler. Ça, je pense que je vais projeter. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces identifications? Ben là, je n'ai pas inventé l'eau chaude parce que ce n'est pas nécessaire d'inventer l'eau chaude. C'est-à-dire que j'ai retrouvé les mêmes parallèles qu'on a retrouvés dans l'espace de la singularité, à savoir, mais là c'est au niveau intersubjectif, c'est-à-dire que si on prend l'archétype du cow-boy solitaire par exemple, eh bien, tout le monde peut me donner une description plus ou moins précise de ce que fait un cow-boy solitaire. C'est quelqu'un qui est tout seul, il est probablement un cheval, il aura peut-être un rôle de justicier, on ne sait pas exactement quoi. Donc en fait, tout le monde sera d'accord sur le fait qu'un père a tel genre d'attitude plutôt qu'un autre qui n'a pas cette attitude. Donc on peut, et on peut échanger autour de ça. C'est ça qui fait que c'est différent d'une croyance au terme propre, c'est parce que je peux parler de quelque chose qui est communément admis. Parce que si ça ne l'était pas, ben, je ne pourrais pas m'exprimer, tout simplement. Parce que ça veut dire que les mots n'ont plus le même sens pour chacune des personnes. Déjà que c'est un peu le cas, mais si on va trop loin, ben, pour finir, on ne se comprend plus. La deuxième dimension, c'est bien sûr le savoir, puisque c'est un parallèle. Et la troisième dimension, c'est le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences. Donc si je veux devenir, par exemple, un bon manager, je vais identifier c'est quoi pour moi cette catégorie de bon manager. Que fait un bon manager? Que c'est? Quelle est sa carte du monde? Quelles sont ses croyances dominantes? Comment filtre-t-il cette réalité? Et quelles sont surtout ses compétences, bien sûr? De manière à pouvoir dire, voilà ce que je veux, et ça va être soit mon moi idéal, mon moi futur, ma situation future. Et dans l'accompagnement, je vais pouvoir travailler à comparer le faire actuel avec le faire futur de cette identification, le savoir-faire, le savoir-faire, le savoir, et essayer de mettre ça en phase. Et plus ça sera en phase, et plus l'identification sera forte et puissante. Et si c'est une identification désirée, eh bien je me sentirai bien, alors que si c'est le contraire, eh bien, je me sentirai mal, tout simplement. Et là, il faudra retravailler par rapport à ça. Alors, j'ajoute encore une dimension par rapport à ça. Vous avez vu le faire, les deux faire, intersubjectif ou l'autre, ils sont observables. Donc, ça veut dire qu'ils sont extérieurs. Le savoir est plutôt intérieur. Il faut questionner et encore, ce n'est pas directement visible. D'accord? Ici, on est dans le domaine des identifications, dans l'intersubjectif. On est donc dans le groupal. Ici, on est plutôt dans l'individuel. Et donc, c'était trop tentant de pouvoir dire, en mettant une petite touche à la Ken Wilber, qu'en fin de compte, ici en haut, on est dans le collectif, à gauche, on est dans l'extérieur, c'est-à-dire l'observable, l'intérieur individuel, et l'intérieur, l'individuel extérieur, c'est-à-dire mes comportements qui sont observables de l'extérieur. Bon, c'est une touche, hein, c'est pas plus que ça, mais je trouvais déjà que c'était amusant de regarder les choses comme ceci. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis là. Oui, voilà. Pour continuer dans ce sens-là, je reviens avec ma fameuse question, qui es-tu? Et j'avais vu cette citation et malheureusement, j'ai perdu l'auteur. Je trouvais que c'était fantastique. Il avait dit, l'identité, c'est un mystère à vivre et ce n'est pas une énigme à résoudre. Et je trouvais ça hyper puissant parce qu'en fait, un mystère, on va pas trouver la réponse. C'est pour ça que c'est un mystère. Alors qu'une énigme, on peut trouver la solution, on peut trouver la réponse. Et je trouvais que cette distinction était intéressante parce que justement, ce n'est pas une question d'éviter cette question qui es-tu de travailler sur l'identité, mais c'est simplement parce que les réponses ne sont jamais
celle qu'on attend. On va répondre en répondant en fonction d'un espace. Qui es-tu? Moi, je suis quelqu'un qui vit en Belgique, un Belge. Ou bien, moi, je suis un colérique. Ou bien, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Comportement, croyance. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la vie, qui suis fondamentalement optimiste. Ou bien, moi, je suis comme Marlon Brando ou n'importe quoi. On peut aussi dire, en fin de compte, je suis ce que j'ai été, ou je suis parce que je deviens je ne sais pas quoi, ou j'aspire à, ou bien je me transforme. Bref, on ne répond jamais à la bonne question. Quand je demande qui es-tu, on va répondre dans les éléments de la singularité, par ce que je fais, par ce que je sais faire, ou par ce que je crois. Ou alors on va passer du côté identification et on va dire moi je suis un Belge, moi je suis un père, moi je suis un curieux, moi je suis un manager. Et donc là, ce sont des identifications. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, à partir du moment où ça devient une identification, je peux agir. Et vous l'avez vu, je peux agir à deux titres. Un, en redéfinissant, en questionnant la définition de ce que je crois être les caractéristiques de cette classe, ou en questionnant l'intensité, la qualité de la relation qui me lie, que je le veuille ou non, à cette identification. Donc c'est chaque fois des outils qui permettent de travailler. Et comme je l'ai marqué ici en dessous, effectivement, une énigme a une solution, un mystère se vit et s'approfondit. Et de nouveau, c'est quelque chose qui m'était venu l'autre jour, c'est que en fait, on peut voir l'identité comme étant une sorte d'hologramme, d'image, de propriété émergente. L'ensemble des caractéristiques de qui je suis vont générer quelque chose comme une image qui est projetée. Et ça ne sert à rien d'essayer de changer l'image. Il faut travailler sur les éléments qui ont provoqué la naissance de cette image, qui fait qu'on va pouvoir bosser. Mais alors, qui suis-je? Ça, c'est la question que je repose. Et donc là, je l'ai dit, l'identité, c'est une propriété émergente. Donc, on peut la constater, on peut s'y intéresser, mais on ne peut pas agir dessus, tout simplement. Alors, oui, ça c'est bien. Là, c'est une petite animation dont je suis pas mal fier. Parce que, en fin de compte, si vous regardez... Ah oui, j'ai oublié de parler de ce cercle rouge qui est au milieu. Je dirais, en PNL, on parle de métaprogramme. On parle aussi de méta-état. En fait, c'est ce que j'appelle l'espace méta. C'est un espace de conscience. Un espace méta, un état méta, c'est un état que j'ai sur un état. Par exemple, je suis fâché et puis je suis triste d'être fâché. Ou j'ai peur et pour finir, j'ai peur d'avoir peur. Et donc, ce n'est pas un état qui est simplement une accumulation. C'est un état qui a une nature, une qualité différente. Les métaprogrammes, juste pour la petite histoire, les métaprogrammes, c'est comme l'operating system d'un ordinateur. C'est une manière habituelle que nous avons de fonctionner et qui va influencer tous les domaines de notre vie. Dans les métaprogrammes, on peut citer par exemple aller vers ou s'éloigner d'eux. Il y a des gens qui veulent toujours éviter les ennuis. Où vont-ils? Ils ne savent pas. Ils veulent simplement avoir la paix, être tranquilles. Mais où vont-ils? On ne sait pas. Il y a les aller vers qui, eux, veulent absolument aller vers. Ils foncent, j'ai des projets, je veux faire cette carrière-là, etc., etc. Et ils courront toujours après un lapin quelconque. Et les deux sont bons, les deux sont mauvais. Ce n'est pas une question de ça. Il y a des gens qui sont plus globales, d'autres qui vont être orientés sur le détail, d'autres qui auront besoin que on démontre chaque jour à nouveau la même chose. Et d'autres disent, ce qu'on dit toujours dans le couple, même tu ne me dis pas que tu m'aimes. Mais si, je te l'ai dit l'année passée, c'est bon quoi. Non, moi j'ai besoin que tu me le dises tous les jours. Voilà, c'est deux métaprogrammes qui s'entrechoquent. Alors ce que vous avez, c'est le plus discret, c'est le point qui est au centre. Alors en géométrie, un point n'a pas de surface. Et ce point, c'est l'identité. Donc l'identité, c'est une question centrale, mais on ne peut rien mettre dedans parce que c'est un point, parce qu'il n'y a pas de surface et que inévitablement on va déborder sur les autres. Mais, ce n'est pas tout. Parce que ce point, en fait, c'est une déformation, je dirais, je dirais, géométrique. Parce que si on fait tourner de 90 degrés ce schéma, qu'est-ce qu'on voit?
Ce point, c'est pas un point, c'est un axe, c'est une flèche. Et là, j'introduis la dimension temporelle. Bon, ici, il pouvait s'arrêter, ce serait bien, mais c'est pas grave. Et c'est là qu'on arrive à une définition que j'ai trouvée chez Charles Pépin, que j'adore lire. Je ne sais plus quel bouquin c'était. Et là, c'était la seule définition que j'ai jamais trouvée et que je trouve très convaincante. Si on me demande qui je suis, je peux répondre « Je suis la seule personne, en termes d'unicité, je suis la seule personne qui a vécu cette séquence d'expérience et qui l'a vécu de cette manière. » D'autres personnes ont peut-être vu la même chose que moi. On voit parfois dans les fratries qui vivent des drames familiaux, etc. Et chacun va réagir différemment. Donc ce n'est pas simplement une séquence d'expériences, mais c'est aussi la manière de les absorber, la manière de les vivre, la manière de les expérimenter, d'en avoir des émotions, des traumas ou de l'indifférence, n'importe quoi. Et moi j'aimais bien ça parce qu'on peut véritablement dire, dans l'univers, il n'y a qu'une seule personne qui a vécu ça, dans cet ordre-là, et avec cette signification donnée qui est celle-là. Et ça, je trouvais que c'était enfin une définition intéressante, mais de nouveau, on est dans le constat. On est dans le constat. Et qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Ça, je l'ai marqué ici comme étant le moi futur, c'est-à-dire vers quoi? Quel est mon appel? Quelle est ma mission? Qu'est-ce qui m'appelle? Ce vers quoi je vais? Deviens ce que tu es, comme disait Nietzsche. Oui, mais je suis quoi? Mais je suis quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Et là, de nouveau, Charles Pépin cite Lacan et il parle de ce qu'il appelle un désir fondamental ou un désir fondamental inconscient. Donc en fait, nous sommes appelés, nous sommes inspirés. Alors certains vont dire le destin, d'autres vont dire une intention. Le terme, je pense, chaque fois ambigu. J'aime bien cette idée que Lacan a de dire ce qui nous appelle, cette mission, cette fatalité, enfin on peut appeler ça comme on veut, c'est un désir inconscient. Et par définition, un désir inconscient ne peut pas être conscient. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir quelque chose qui s'appelle un désir en plus inconscient avec la certitude que jamais je ne saurai c'est quoi ce désir inconscient. Et à ça, Charles Pépin répond que, et je trouve ça super intéressant encore une fois, il dit, vous ne saurez jamais ce que c'est. Mais une chose est sûre, c'est que si vous vous écartez du chemin qui mène vers cela, vous allez le sentir. Et moi je trouve que ça c'est largement suffisant, quoi. D'accord? Donc, à la fois, je suis la somme des expériences et la manière dont j'ai vécu ces expériences. Et aussi, je vais vers, nous sommes des êtres de progrès, des êtres de croissance, des êtres qui avançons. Mais nous avançons vers où? Je ne sais pas. Mais je sais quand je ne vais pas dans la bonne direction. Et ça, cette dimension-là, donc, quand cette matrice de l'expérience a tourné de 90 degrés ou 90 degrés selon les pays, on retrouve ici toute la possibilité, en fonction du coaching, de travailler sur la ligne du temps, travailler les traumas, travailler sur comment j'ai vécu les histoires, comment aussi je me définis dans le futur, etc. Donc ça, c'est la porte ouverte pour tout le travail sur la ligne du temps en général, passé comme futur. Et tout ça est absolument invisible quand on est dans cette dimension-ci. Pourquoi? Parce que la matrice de l'expérience, c'est une matrice dans l'instant. C'est la matrice de ce que je vis maintenant. Bon, ça ne va pas beaucoup changer dans 2 secondes. Peut-être dans 3, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans. Mais en attendant, c'est pour ça que, inutile de chercher l'identité dans ce schéma, ce n'est pas la bonne dimension. Ça, c'était dans ce schéma-là. Et on peut représenter notre vie comme étant une sorte de succession d'empilement de disques. De ces disques de la matrice de l'expérience qui vont pouvoir s'accumuler et qui font que je vis comme je vis. 2, 3 références, mais très rapidement. Tout ce
tout ce modèle a été confirmé, contredit, etc. Et on retrouve des notions chez beaucoup d'auteurs. J'adore Antonio Damasio avec sa notion de soi autobiographique, avec la mémoire des expériences passées, l'intégration des souvenirs, la construction dynamique. Il y a aussi Paul Ricoeur avec ce qu'il appelle l'identité narrative, c'est-à-dire mon histoire personnelle unique. C'est-à-dire que lui il dit effectivement le changement, c'est pas un problème par rapport à l'identité, c'est même le mobile, ce qui fait que mon identité peut exister et ce qui donne la cohérence, c'est l'histoire, c'est le récit que je me construis pour fabriquer cette virtualité qu'est l'identité. Et comme ça que je crée une forme de cohérence temporelle et que bien sûr, automatiquement, je fais une construction de sens, je donne sens. De nouveau, aussi dans différentes autres approches, il y a le rôle du corps, le rôle des émotions, le processus d'individuation, si Jung, etc., etc., qui sont autant de processus dans lesquels je vais systématiquement, vivant dans un contexte, vont émerger des classes différentes en fonction des lieux. J'aimais bien, j'avais cité dans une autre conférence, par exemple, vous imaginez un jeune garçon qui va avoir 18 ans, c'est l'aîné d'une fratrie, il y a 3 frères en dessous de lui, et donc en fait son identification, c'est l'identification à celui de grand frère avec un caractère légèrement adapté, avec peut-être un peu de mission de père, de substitution vis-à-vis de ses plus jeunes frères, et puis tout d'un coup, il a 18 ans, il a terminé, il a passé son bac, il va à l'UNIF. Il va à l'UNIF et qu'est-ce qu'il va découvrir? Ben, il va découvrir qu'il y a des nouvelles catégories. Ça s'appelle la classe des étudiants. Et même dans les étudiants, il va distinguer les étudiants gains d'ailleurs et les étudiants appliqués. Et il va pouvoir, selon ce qu'il veut ou ce qu'il peut, s'identifier à l'un ou à l'autre. Et c'est donc une démarche qui va se passer, je dirais, en continu, en permanence. Et à partir du moment où on amène ça à la conscience, ça permet de dire, tiens, tu te rends compte que là, tu es en train de glisser dans cette catégorie-là, dans ce groupe, dans cette identification-là, ou pas? Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis là-dedans. Oui, ça, c'était l'identité en devenir, devient ce que tu es de Nietzsche. Damasio parle de soi projeté, et il y a tous les mécanismes d'identification future. Encore une chose par rapport à l'identification, j'ai dit que c'était une classe qui possédait des caractéristiques. Mais si je vous demande de citer, par exemple, je prends la classe des oiseaux. Olivier, cite-moi un oiseau. Le doudou. C'est quoi ça? C'est celui qui a disparu dans les Galapagos à la fin du 19e siècle, je crois. C'est bien. Alors, je ne sais pas qui est en ligne sur l'écran. C'est Philippe ou c'est Jean-Marc, je ne sais pas. Marc. Marc. Colibri. Le colibri. Voilà. Et ce n'est pas le doudou, c'est le dodo, pardon. Bon, tu as réussi à me surprendre quand même. Parce qu'en général, on cite des animaux, le condor, le vautour, l'oiseau, l'hirondelle, et personne ne cite jamais le pingouin. Tout simplement, pourquoi? Et ça, c'est la théorie des prototypes d'Eleanor Roche. Une identification, c'est pas un ensemble compact. Tu es ou tu n'es pas. C'est pas binaire. C'est une progression avec au centre les animaux prototypaux. À l'extérieur, ils sont toujours le pingouin. Tout le monde est d'accord, c'est un oiseau, mais c'est un oiseau qui est en périphérie. Je pourrais faire le même exercice avec un moyen de locomotion. Citez-moi un moyen de locomotion. Le train. Le train. L'avion. L'avion. Personne ne citera l'ascenseur. D'accord? On est en périphérie. Donc, dans les identifications, il y a des gradations aussi. Je dis ça pas pour compliquer les choses, mais simplement parce que ce sont des moyens d'intervenir. Des moyens d'intervenir. Oui, tu es un bon père, tu n'es peut-être pas le prototype du bon père, mais tu es déjà là. On va pouvoir éventuellement travailler sur certains paramètres pour te ramener peut-être plus vers le centre, si c'est ton désir, hein, uniquement si c'est ton désir.
j'avais un petit schéma là parce que j'avais vu, je ne sais plus où, que en fin de compte, cette progression de l'être arrive au-dessus à une sorte de dimension, la spiritualité, c'est pour qui, dans quel sens et dans quelle direction. Donc ça ouvre la porte à un autre travail qui pour le moment n'est pas trop au centre de mes préoccupations. Une autre chose qui est aussi intéressante, c'est de prendre conscience qu'effectivement, je vous ai dit, multiples identifications. On va donc pouvoir, à la place de prendre le schéma simple que je vous ai montré tout à l'heure, chacune des identifications devient visible dans mon espace mental et je vais plus ou moins m'identifier à l'un ou à l'autre. Certains vont être plus flous, certains vont être plus précis, d'autres que je vais rejeter, d'autres qui vont m'attirer. Et donc j'aurai une sorte de paysage mental de toutes ces identifications avec lesquelles le coach va bien sûr pouvoir travailler. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, parce qu'en fin de compte, je ne sais pas dans vos approches que vous connaissez, il y a en PNL en tout cas et en Gestalt aussi, ce qu'on appelle le modèle des parties, c'est-à-dire que je ne suis pas unique et uniforme et harmonisé, je suis composé de parties. Une partie de moi a envie de travailler, l'autre partie a envie d'aller faire la fête, et l'autre partie a envie d'aller dormir, et l'autre partie, etc., etc., etc. Donc en fin de compte, on peut aussi dédoubler à l'infini tout ce qui est, tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire ces parties de moi, celle qui veut travailler, celle qui veut changer de métier, celle qui veut rester pour la sécurité, celle qui veut plus rien faire du tout, et celle qui est encore le petit enfant qui préférait se jouer de tout et rigoler de tout et se moquer de tout, etc. Et bien sûr, c'est pas tout de placer les éléments, ils sont pas statiques, parce qu'il y a des multiples interactions. Et tout ça sont des moyens, des leviers potentiels pour pouvoir agir sur les différents éléments en fonction de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas, ou de ce qu'on veut éviter, ou de ce vers quoi on veut aller selon qu'on a un métaprogramme, s'éloigner de ou aller vers. Voilà, j'arrive à peu près au bout, comme ça je donne un maximum d'interaction, mais je vais quand même terminer en vous illustrant quelque chose qui va peut-être plus vous dire, bon, enfin, il a parlé de tout sauf de spirale dynamique. Eh bien voilà, on va quand même en parler. On va en parler parce que voilà, des identifications offertes gratos, c'est-à-dire, en fin de compte, ce qu'on appelle les stades, les couleurs, n'importe comment on les appelle, sont là, sont des identifications possibles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais moi, ce qui me vient tout de suite, et c'est valable pour n'importe quelle typologie, la personne se situe plutôt en rouge, plutôt en bleu, plutôt en orange, etc. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'une personne qui se trouve là? C'est quoi son comportement? C'est quoi ses compétences? C'est quoi sa carte du monde, ses croyances, sa vision des choses? Et si c'est ça que je veux faire, comment je vais faire pour éventuellement la rapprocher, pour éventuellement favoriser le passage, si c'est ça qui est la question, si c'est opportun, si c'est utile. Je ne parle pas de l'intention derrière, ça c'est à vérifier avec la personne, mais à partir du moment où je travaille sur les cohérences, parce que ce que j'ai montré dans le schéma ici, c'est que vous voyez, c'est qu'il y a des intersections entre les catégories, entre les identifications. On peut à la fois être ceci et à la fois être cela, et c'est l'intersection. Moi, par exemple, je suis un homme, c'est-à-dire un adulte de sexe masculin, je suis aussi belge, et je pourrais mettre le cercle au-dessus pour dire et francophone, et manager, et coach, et ci, et ci, et ça, ici, et ça. D'accord? Donc en fin de compte, je peux faire la même chose avec ça, et je peux, dans un paysage, un travail avec la personne que je vais accompagner, je peux rapprocher des espaces, écarter des espaces, trouver des intersections avec les espaces et reconstruire comme ça une réalité différente, une réalité nouvelle, toujours bien sûr en respectant la demande de la personne. On ne fait pas des choses contre le gré des personnes, mais chacun de ces stades est en fait une de ces identification. Il suffit de travailler dessus. Et si vous prenez vos notes, ou même par cœur, et que vous dites, voilà les caractéristiques du jaune, du rouge ou du violet, etc. J'ai toujours problème avec les couleurs parce que je suis daltonien. Donc, c'est toujours un gros problème pour moi, même pour reconnaître les couleurs. Mais vous avez un ensemble de caractéristiques et chacune de ces identifications
sont en fait de multiples sous-catégorisations, et qui permettent à ce moment-là d'avoir plus des instruments pour jouer avec, pour reconnaître, identifier, etc., etc. Voilà, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Comme ça, vous avez des questions-réponses. J'avais un dernier slide tout simplement pour dire que ce modèle, c'est un modèle que je crée depuis le mois de septembre de l'année dernière, que je l'ai mis en, comme on fait en informatique, en Creative Commons, c'est-à-dire que ça peut être utilisé. Je suis en train d'écrire un livre pour pouvoir le mettre au monde, mais ça, mais c'est surtout le plaisir de la création, de toute façon. Et merci d'avoir partagé ce plaisir. Dernier slide, j'étais avec la question, mais enfin, d'abord, je rebobine. Je connais très peu de choses à la PNL, très vaguement quelques métaprogrammes, genre aller vers, s'éloigner d'eux, etc. Et donc, tu as déroulé plein de trucs, c'était vachement riche. Et j'étais avec la question de qu'est-ce qui vient de la PNL, qu'est-ce qui vient de l'informatique. Tu parles de classe, je sais pas. Alors, je connais le concept de classe en informatique, mais pas, enfin, je ne sais pas si c'est un concept que la PNL reprend ou pas. Je cherchais les liens avec la spirale et j'en ai vu tout plein, mais tu n'en parlais pas jusqu'au dernier slide. Donc, j'ai fait plein d'hypothèses qui partent un peu dans tous les sens. Tu mets beaucoup de philo aussi, ce qui m'a bien parlé, parce que je trouve que ça donne un peu de recul. Donc, avec quoi est-ce que je reste après tout ça? Sur ton dernier slide, tu représentes les couleurs de la spirale dynamique dans la partie collective de ton diagramme. Et donc, je me demande comment tu fais interagir ou comment tu intègres dans cette représentation l'écho entre la partie individuelle Ouais. et la partie collective. Je prends la dernière question parce que je trouve que c'est une excellente question. Les autres aussi, mais celle-là particulièrement. En fait, c'est là peut-être un peu la distorsion, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la partie collective au sens que c'est dans, on va dire, l'inconscient collectif. C'est-à-dire à partir du moment où tu es capable de définir c'est quoi le stade jaune et que moi, je peux le faire et que Marc peut le faire, etc., ça fait partie des connaissances que j'appelle intersubjectives. C'est-à-dire que nous partageons cette connaissance. Alors que moi, je peux avoir une croyance par rapport à ce que c'est qu'un père ou des choses pareilles qui m'est propre et qui n'est pas du tout comme la tienne. Donc, c'est pas... C'est vrai que j'étais tenté de faire le lien entre singularité et collectif par rapport aux deux dimensions de la spirale dynamique, mais c'est pas vraiment de ça qu'il s'agit réellement. Du coup, c'est une référence au V-même, c'est ça dont tu parles? En fait, les croyances, l'aspect des croyances, je les place dans l'intersubjectif, la carte du monde, c'est-à-dire en haut à droite, dans chacun des V-mêmes de chacune des couleurs, bien sûr. Hein. Et c'est là-dedans que c'est placé, que c'est dit. Si maintenant, moi, tout d'un coup, demain, j'invente une nouvelle couleur, comme je suis daltonien, je peux faire ça. Hein. Moi, je peux vraiment inventer des couleurs, je peux te garantir. Juste dans laquelle, mais tu peux inventer une couleur. Et tant que je ne l'ai pas portée au monde, elle ne va pas être une source d'identification parce que c'est mon histoire à moi, quoi, quelque part. Tu vois, je vais inventer le stade carreau rouge et blanc, voilà. Tu vois, ben, tant que je ne l'ai pas partagé, il va jamais monter dans le collectif, l'intersubjectif, et donc ça sera une croyance individuelle que moi j'ai, qu'il va falloir travailler. De la même façon, il y a des exemples avec notamment Milton Erickson qui traitait un gars qui se prenait pour Jésus-Christ, d'accord? Personne n'était prêt à reconnaître qu'il était Jésus-Christ, mais c'était donc dans sa vision personnelle, quoi. Il dit, moi je suis Jésus-Christ, c'est-à-dire que je crois que je suis Jésus-Christ, ma carte du monde me dit que je suis, mais c'est à partager par personne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui est en haut au niveau des identifications, c'est quelque chose qui est plus ou moins bien partagé, en tout cas qui est partagé sociologiquement, il y a des études, il y a des livres. Donc si en fait ça veut dire que c'est en haut, c'est-à-dire que ça c'est hors de moi, en fait. C'est hors de moi. Après, ce que j'en fais, ça me regarde. Alors, tu avais posé aussi, tu avais dit... Oui, le lien entre logique, etc., etc. En fait, la PNL a toujours été un pied dedans, un pied dehors sur le plan scientifique. Et quand, par exemple, Robert Dills parle de niveau logique, en fait, c'est des niveaux... C'est la logique au sens logique du terme, les types logiques, les classes logiques. Ça vient de tout ce qui est notamment Gregory Bateson et des choses pareilles qui ont beaucoup travaillé sur ces choses-là, ce qu'on appelle les niveaux de l'apprentissage, qui sont des types logiques, non, des niveaux logiques et pas des types logiques. Donc en fait, il y a des définitions.
Il y a des définitions. Pour pouvoir mettre des choses en classe et regrouper les choses, tu as deux solutions. Soit tu fais une classe du plus spécifique au plus général, par exemple les moyens de locomotion, puis les voitures, et dans les voitures il y a les Peugeot, etc., etc. Donc ça c'est un système de classe par inclusion, par généralisation. Et il y a aussi une manière de regrouper les choses en disant tous les boulons de tous les panneaux d'un bateau. Donc ça, c'est une logique d'inclusion. Donc ça, ce sont des concepts qui sont quand même très, très logiques. Le problème, c'est que la PNL pas, dérive très vite et parle de types logiques, et en fait, c'est pas des types logiques. Donc moi, ici, j'essaye quand même de respecter cette notion-là, et c'est pour ça que quand je parle de classe, je parle vraiment de classe comme étant, et je donne la définition, c'est un ensemble qui, d'éléments qui ont une caractéristique commune. Ça, c'est la définition, je dirais, Mhm. communément admise. Et je trouve que c'est confortable parce que ça permet, sinon je devrais dire les groupes, les fonctions, les rôles, les métiers, et je suis parti pour une énumération. Et ça, c'est Korzybski qui dit, tu as deux solutions pour définir une classe. Soit tu définis les caractéristiques qui composent les éléments, soit tu la définis de manière exhaustive. Donc tu peux dire la Mhm. classe de ma famille, là tu peux les citer nommément. La classe de tous les Français, c'est pas sûr que tu vas y arriver avant demain, quoi, je veux dire. Ok. Tu peux le faire par des exemples aussi, qui serait un espèce de moyen terme entre la liste des attributs et la liste des individus. Oui, oui, c'est intéressant parce que ça interroge beaucoup. Je travaille avec l'intelligence artificielle de temps en temps, effectivement, voir un peu. Mais en fait, que fait une intelligence artificielle quand on donne des exemples? Et en général, c'est une bonne solution pour avoir des bonnes réponses. C'est qu'en fin de compte, il va trouver les choses qui sont communes. Il va le faire pour Mhm. toi, derrière l'écran. Et tu dois espérer que ça sera la même que toi. Ou sinon, tu vas Mhm. avoir une hallucination de l'intelligence artificielle qu'on connaît très bien, j'imagine. Tu avais encore demandé autre chose, mais j'ai oublié, désolé. Oui, écoute, et puis j'ai plein d'autres questions, mais Jean-Marc en a peut-être aussi. Enfin, les questions, non. Enfin, je connais un peu la PNL pour m'être formé à cette approche-là. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont il le présente. En fait, le lien qu'il y a avec la spirale dynamique, c'est cette complexité-là qui existe à tous les niveaux. Donc, c'est en permanence, en résonance entre l'individuel et le collectif, entre le spécifique et le général. Et ça, je trouve que ben, c'est un exercice que je trouve très, très bien fait. Donc, j'ai pas vraiment de questions. Je trouve un éclairage avec cette présentation-là sur la spirale dynamique et j'en suis ravi. Et je vous remercie tous les deux. Mais merci Marc, c'était un peu mon intention de pas trop en parler pour vous permettre la possibilité de jeter vos ponts à vous, plutôt que de vous donner la solution toute faite, le prêt-à-porter, le fast thinking, comment est-ce qu'on appelle ça, le penser vite. Et c'est vrai que, mais de nouveau, ça ouvre tous les horizons en fait. Mais j'ai toujours cette préoccupation, ça c'est vraiment presque une obsession, que ce soit utile. La distinction, si elle n'est pas utile, je la mets à la poubelle. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les niveaux logiques de Robert Dills. C'est parce que la notion d'identité, c'est rien. Et les gens mettent tout dedans, ils mettent rien dedans. La plupart du temps, en fait, quand quelqu'un dit je suis, en fait, c'est une croyance sur ce qu'il est. Et c'est pas du tout au niveau de son identité parce que c'est pas définissable. En fait, il faut avoir la modestie, l'humilité de reconnaître que c'est pas ça. Par contre, parce que les gens viennent quand même avec des questions en disant moi je suis blabla. Et à ce moment-là, si on traduit ça en identification, tout d'un coup, ça détache la personne et ça rend le changement possible. Avec un je À, mo- suis, c'est pas possible. On peut pas à bosser. moins de considérer, mais tu en parlais, enfin, tu en as parlé, tu avais même un slide qui parlait de ça, à moins de considérer que l'identité est un processus. Tu n'as pas utilisé le mot processus, tu as utilisé, comment tu définissais l'identité, mais en tout cas, il y avait quelque chose de dynamique. L'identité est un processus. C'est pas, tu sais que ce n'est pas un état, Oui, mais oui, c'est ça. que C'est à c'est la un fois c'est un processus. processus et donc c'est temporel puisqu'un processus a priori ça peut que se dérouler dans le temps. Donc ça c'est à ce niveau-là c'est bien et quelque part aussi et c'est Damasio qui en parle aussi. On confond trop souvent la notion d'identité je suis avec la
conscience ou le sentiment ou la sensation d'exister. On a ce sentiment d'être, sauf si on est un petit peu pas dans ses pompes au niveau mémoire, etc. Nous avons tous là maintenant et n'importe quand cette sensation d'être, cette perception d'être. Damasio l'explique avec le proto-soi, le soi central, le soi autobiographique. Donc il explique ça un peu en détail. Et bien souvent il dit, on confond ce sentiment d'être avec quelque part la possibilité de s'arroger le droit de dire, puisque je me sens, je peux dire que je suis. Mais là, il y a un vice de raisonnement. Et bon, oui, ou une tentative d'ancrage qui est OK, en fait. Voilà, exactement. Donc, en fin de compte, si ça me sert à ancrer quelque chose, ça peut être positif. Mais bien souvent, c'est plutôt une source de justification du statu quo. Autant qu'on s'y agrippe, ouais, tout à fait. Et ça, c'est la difficulté. J'ai rarement vu, enfin, en tout cas, les personnes qui viennent en consultation, ils viennent pas pour privilégier le statu quo. Sinon, ils ne viennent pas, quoi. C'est simple. Donc, a priori, il y a un désir de changer. Enfin, ou alors, on se demande pourquoi elle vient, quoi. Je dis, il y a un désir de changer, ça veut dire que ancré dans le présent, c'est probablement pas le bon plan. Et la plupart du temps, la résistance au changement, c'est justement le contraire. Donc, et parce que par rapport à cette notion d'ancrage, parce que je confonds pas ancrage de ressources ou de compétences que je constate dans le présent, parce que j'utilise ça pour aller vers. Nous sommes des êtres de progression. Le statu quo, en fait, c'est la mort, quoi, quelque part. C'est toujours la même chose. Ça, je reviens avec l'aïkido. En aïkido, qu'est-ce qu'on dit? En fait, tout est mouvement. Et quand ça s'arrête, ben, ça veut dire qu'on est mort, quoi. Même la position, entre guillemets, statique, c'est-à-dire une garde ou une position comme ça, elle ne bouge pas, mais elle bouge. À l'intérieur, ça bouge, quoi, quelque part. Et pour faire le pont avec l'aïkido, en fin de compte, toutes ces notions-là sont liées. C'est un des concepts que je défends. Je parle, par exemple, moi, je ne parle pas de centrage, par exemple. Pourquoi je ne parle pas de centrage? Pas parce que ça n'existe pas ou quoi que ce soit, simplement parce que je ne peux pas voir, en tant que formateur, en tant que coach, en tant que guide, je ne peux pas voir si tu es centré. Tu peux me dire que tu es centré, mais je ne sais pas si tu es centré. Centré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit est retourné vers l'intérieur dans une démarche un peu autistique? Ou ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es distrait On ne sait pas le dire. Par contre, une chose que je peux dire et que je peux voir et que je peux observer, et donc je peux travailler avec, c'est quand tu es vertical. La verticale, qu'on appelle alignement dans beaucoup de cas, la verticale, ça c'est quelque chose que corporellement je peux constater et je peux voir. Tu vois? Et c'est pour ça que... Oui, c'est ça, qui est dans l'axe. Et l'axe, bon, j'y mets des significations, c'est ce que je pense, c'est mes émotions, là où je suis, avec la position des pieds sur le sol qui représente les contraintes. Donc un tas de choses qui sont là et qui permettent de dire, là, la personne est là, elle est là. Elle l'a maintenant. Et il suffit simplement d'inviter la personne à faire son petit checklist de verticalité et elle est centrée automatiquement. Le contraire n'est pas vrai. Comme je dis tout le temps, je ne sais pas si je vais le montrer, si je me mets en boule comme ça, je peux dire que je suis centré. Est-ce que c'est une bonne attitude? C'est pas sûr, d'accord? Donc, de nouveau, c'est la même chose, c'est un critère d'utilité. Je veux bien pour le centrage, mais comme c'est pas opérationnel, en fait. Alors, je l'utilise parfois, mais c'est pas opérationnel. Et de la même façon, l'identité, c'est intéressant, mais c'est pas opérationnel. Dans le sens que je peux pas travailler avec. Et j'aime vraiment beaucoup cette notion de propriété émergente. Un peu comme les hologrammes, là. On projette un rayon laser dessus, il y a une image. Essayer de changer l'image qui est projetée sur le mur, c'est une vaine tentative. Ça ne va pas fonctionner, quoi. Ça va simplement ne pas fonctionner, quoi. Dis, Christian, comment est-ce que tu es passé de l'informatique au coaching? Enfin, je ne sais pas si tu appellerais coaching ce que tu fais maintenant, mais en comment fait, est-ce que tu es arrivé? Mon premier job en informatique, ça a été, je devais calmer les utilisateurs parce que les systèmes informatiques n'étaient pas fiables, les secrétaires tapaient et après, parfois, il y avait un crash toutes les demi-heures et elles perdaient tout. Il n'y avait pas de backup, rien. Et mon métier, c'était de les calmer.
c'était passionnant, c'était pas très informatique, mais au début c'était ça. Et un jour, un des gars, un des managers là qui me dit, tiens, toi qui fais de l'informatique, de la programmation, ça va t'intéresser, ça s'appelle programmation neurolinguistique. Ok, oui, évidemment. Mhm. Et c'est comme ça que ça a mal tourné en fait. Et après, je suis sorti, sorti de la machine pour aller à la rencontre de l'humain qui est derrière. Disons que ça m'a juste gardé une capacité de travailler sur la structure. C'est ce que je travaille. Je suis en train de préparer une formation véritablement sur la modélisation parce qu'elle est sous-utilisée, elle est sous-estimée ou elle est surévaluée, enfin n'importe quoi. C'est très rare les personnes qui ont une véritable bonne compréhension de ce que le processus peut vouloir dire. Même les enseignants PNL, dont beaucoup, je soupçonne, ne sont pas capables de modéliser autrement que pédagogiquement et les petits cas d'école qui vont bien pendant la formation. Et pourtant, ça peut être à la fois très complexe et à la fois très simple. Et ce modèle-là, c'est un exemple qui travaille sur euh, les distinctions utiles. Et il n'y a que ça qui est intéressant, en fait, c'est de voir quelles sont les distinctions que je peux employer. Et de nouveau, là, pour faire le lien avec la spirale dynamique, c'est de nouveau, comment utilises-tu la spirale dynamique en concret, dans la vie? Pour faire quoi? Pour repérer des choses et pour éventuellement donner sens à des manières de faire ou des manières d'être. Oui, donc c'est un décodage. C'est un décodage. C'est une grille particulière, mais c'est un décodage. Et ici, c'est un peu ma prétention par rapport à ce modèle-là, c'est que il apporte des distinctions qui peuvent être à la fois pertinentes et utiles. C'est-à-dire que si tu mets dans les petites cases ce que tu sais sur les différentes couleurs, par exemple, ben, tu vas mieux identifier, par exemple, mettons que tu rencontres quelqu'un qui est en mode survie, là c'est la faille tout le temps, manifestement, il a beaucoup de couleurs rouges dans son être et dans sa manière d'être. Alors, on peut dire, bon, ok, ça va, il est comme ça, il est comme ça. Avec la notion d'identification, tu dis, ok, ça va, j'ai identifié le groupe, la classe, la couleur de ce stade. Et maintenant, j'ai un outil supplémentaire, c'est le lien. Et je peux interroger, qu'est-ce qui fait que? Est-ce que tu es toujours comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour? Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu en as marre? Est-ce que tu es comme ça dans tous les contextes? Et Mhm. je commence à avoir des outils pour jouer sur le fait. Ou sinon, je dis, bon, voilà, il est rouge. Et si j'ai pas une bonne intuition, je vais rien pouvoir en faire. Alors, c'est quoi l'intuition? Et ça, c'est la question. L'intuition, c'est pas la science infuse ou une petite voix qui vient de l'univers qui me dit. Pour moi, l'intuition, c'est une connaissance métabolisée, une connaissance incarnée, une connaissance digérée. C'est pas du tout le hasard ou l'inspiration universelle. Donc, et ce genre d'outil, c'est utile pour construire cette compétence d'intuition. Mhm. Je me demande dans la façon dont tu décris, comment est-ce que tu fais la différence entre quelqu'un qui serait d'un tempérament colérique, base 8, ou avec un rouge prédominant avec la lecture spiralienne. Tu vois, chaque modèle a une Ouais, ouais, case dans ouais. laquelle peut être quelqu'un qui a le tempérament que tu as pris en exemple. Euh, et puis, tu fais quoi? Comment est-ce que concrètement ça t'aide à accompagner cette personne ou cette situation? Mais intuitivement, j'ai pas réfléchi à la cause. Donc, comme ça, intuitivement, je dirais, première chose, je verrais les trois cercles qui font les diagrammes de Venn, là, hein, tu vois, avec un diagramme, un cercle qui est le 8, un cercle qui est le stade rouge, et l'autre que je ne sais pas, ou un process comme un tel. Donc, j'ai à ma portée, j'ai à ma disposition toutes les caractéristiques sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce que je vais faire directement? La première chose, c'est je vais questionner la relation. Comment la personne est ancrée dans ce stade, oui ou non, à quelle qualité, donc tout un travail de sous-modalité par rapport à la relation. Ensuite, je vais pouvoir travailler sur les différents éléments de chacune des catégories. Et enfin, et surtout, je dirais, si je travaille avec la personne qui n'est pas bien avec ça, hein, on va prendre cette Mhm. situation-là, je vais lui dire, est-ce que vous vous rendez compte que ceci, c'est une identification et c'est pas ce que vous êtes?
C'est marrant parce que dans la façon dont tu le décris, je retrouve un réflexe que j'ai un peu aussi, qui est celui de l'analyste ou du business analyst qui essaye de modéliser le champ dans lequel il est plongé, auquel il est exposé. Et on le fait avec une certaine gourmandise par rapport au modèle pour arriver à bien caractériser. Et je sens, enfin, ou en tout cas, où je projette cette même énergie chez toi, c'est assez amusant. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors, je ne sais plus, c'est toi ou Marc qui demandait qu'est-ce qu'il y a dans la PNL. Mais il y a tout et rien. Si on regarde dans les niveaux du dessous, on avait le comportement, on avait le savoir, c'est-à-dire le processus interne. Le comportement, c'est le comportement externe. Et l'état interne, c'est l'émotion. Donc, en fait, dans le diagramme, j'ai aussi mis ce qu'on appelle en PNL l'index de computation, qui est plus ou moins un modèle opérationnel. Donc ce modèle, il contient à la fois les niveaux logiques de Robert Dills en enlevant le problème de l'identité qui n'est pas un véritable niveau tel que c'est défini. On enlève aussi un autre problème, c'est qu'en fait, c'est une hiérarchie, je t'ai dit, hein, tu vois, les moyens de locomotion sur Terre, à quatre roues, les voitures, les Peugeot, oui. Quand tu descends comme ça, tu dis l'identité est composée de croyances qui sont composées de capacités. Et puis tout d'un coup, tu débarques sur quoi? L'environnement. Est-ce que ça veut dire que l'environnement est à l'intérieur de moi? Non, le modèle, en termes de rigueur mathématique et logique, il n'est pas bon. Il est vicié, mais il est très pratique et il est très simple. Et donc, c'est très facile et très confortable. Donc, en fait, on retrouve ces modèles-là. Mais on retrouve les métaprogrammes, les méta-états, tout ça c'est dedans aussi. Et c'est des choses qui sont très très opérationnelles. Donc simplement, j'ai rassemblé des choses en essayant d'avoir une rigueur. Ça c'est ma déformation professionnelle ou de formation, c'est-à-dire de dire, je ne laisse pas passer. Par exemple, dans les niveaux logiques de Robert Dills, on parle d'identité et les gens disent, oui, mais c'est les rôles. Ce sont les identités de rôle, etc. Mais je dis, mais quand un ensemble est flou, on peut y mettre n'importe quoi. Et quand on peut y mettre n'importe quoi, c'est pas opérationnel parce que ça veut dire que ça dépend uniquement de ton interprétation et c'est pas une religion, quoi. C'est une technique. Après, il y a une attitude derrière, mais c'est une technique avant tout, quoi. Et c'est de la même façon, tu pourrais dire, ouais, bon, le gars, il est un peu bleu, mais à la fois, il est orange, ça fait une couleur, je ne sais pas quoi, parce que je suis daltonien. En fait, non, tout est dans tout, tu vois, et tu généralises comme ça, et tu es parti pour des délires où tout le monde est d'accord et personne n'est d'accord, en fait. Et puis, on parle de quoi, là? J'ai juste une question, parce que la pyramide de Diels, telle que tu l'as montrée, il y a qu'un versant. Lui, il l'a mis sous forme d'un espèce de sablier. Oui. Et l'identité, et c'est la façon dont la personne va s'identifier à la fois à des caractéristiques subjectives, c'est-à-dire tout ce qui peut être contrôlable et qui est la partie basse, et non, objectif, et ce qui est subjectif, qui est l'autre partie, l'appartenance, la vision, la mission, et qui est bien sûr beaucoup plus subtil. Et il me semble que c'est plutôt, en tout cas, moi, tel que je l'utilise, c'est une lecture de comment on s'adapte en fonction de ces niveaux logiques à une vision du monde que l'on a. Et ça, on va pouvoir la décrypter aussi à travers la spirale dynamique. C'est-à-dire les différentes visions selon l'évolution de maturité des personnes, selon la couleur. En tout cas, bien sûr, c'est qu'une interprétation que l'on va faire. Il y a jamais de vérité absolue, il me semble, quel que soit l'outil qu'on va utiliser, mais qu'on va pouvoir questionner avec la personne pour voir où il se situe et faire les ajustements à travers différents outils. Il me semble que c'est pour ça que on a besoin de différents outils pour pouvoir accompagner les personnes le plus près possible de ce vers quoi ils veulent tendre. Oui, oui, tout à fait intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on y retrouve cette notion. Il fait une pyramide inversée. Après, c'est le transpersonnel, les valeurs, la vision, mission. Mais si tu regardes attentivement, d'abord, la littérature, elle change. Il change en fonction des années. Donc, en fait, c'est comme si il rattrapait la sauce en permanence parce que pour retrouver du sens. Et où je suis fondamentalement pas en accord, c'est la dimension linéaire. C'est-à-dire que l'identité ne touche pas les compétences.
L'identité ne touche pas le comportement. Or, c'est faux, c'est systématiquement faux. Si tu me dis que le comportement est en dessous par rapport à l'identité, si je prends ta tête et que je la mets dans l'eau, ça c'est un comportement quand même, tu vas voir que ton identité va changer, tu vas passer au stade de cadavre très rapidement. Donc, Mais si tu le vois en termes d'adaptation, on va adopter un comportement avant de vérifier qu'on a des capacités et on va voir que nos capacités sont en fonction de nos croyances. Enfin, tout ça tienne une logique, je dirais, mais ça tient, évolutive et compréhensive. Je crache pas là dessous parce que je l'ai utilisé pendant des années. La seule chose, c'est que je n'ai pas appelé ça des niveaux logiques parce qu'ils ne sont pas logiques. Et j'ai appelé ça des niveaux d'intervention, par exemple. Tu vois, c'est pour dire, ok, ça va, si tu as chaud, ben, ouvre la fenêtre, quoi. Commence par l'environnement, quoi. Si tu as chaud, ben, va dehors, quoi, tout simplement. Ça, c'est le deuxième compétence, c'est apprends à réguler ta température. Et après, tu dis ta croyance, ce que tu sens dans ta tête, c'est pas de la chaleur, c'est simplement que tu réfléchis ou que tu réfléchis mal. Enfin, tu vois, ou ton identité, c'est parce que tu es un blanc et si tu étais un Africain, ben, tu n'aurais pas ça. Oui, je maîtrise le modèle et je m'en amuse beaucoup. Mais justement, je voulais corriger cette notion de les niveaux logiques avec en dessous l'environnement et au-dessus l'identité qui est plus ou moins vide, etc. Et je disais que ça manquait de rigueur. Et comme j'organise des ateliers PNL avec beaucoup de gens, je remarque qu'en fait, les interprétations sont tellement personnelles. C'est vraiment, il faut trouver du sens au modèle. Et plus je creuse et plus j'interroge et plus j'entends des variations infinies. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais tu n'as pas bien regardé les niveaux logiques de Diels. L'identité, c'est aussi un point. C'est le sommet de la pyramide. C'est le point. Bon, mais c'est pas vrai tout le temps. Il y a plein de schémas où c'est un niveau, quoi. Donc, je suis d'accord avec tout, moi, quelque part, du moment que c'est opérationnel et surtout, c'est pour éviter l'effet de halo. C'est-à-dire, Robert dit, c'est une personnalité et ne t'avise pas de critiquer quelqu'un qui fait partie des grandes pointures parce que tout ce que Robert Dills dit ou fait est bon. Et moi, j'ai un petit côté rebelle qui me dit si on s'interrogeait. En tout cas, merci pour ton partage. Merci, Olivier, et de m'avoir obtenu la visio et le micro parce que la dernière conférence, je ne l'avais pas. Et là, le miracle s'est produit. C'est de mieux en mieux. Bravo. Et la lumière fut, et la vidéo fut. Voilà. Jean-Marc, à bientôt. Bonne fin de soirée, au revoir, à bientôt.